parler de Néfertari. Alors déjà, on n'a aucune représentation réelle de Néfertari. Donc je peux pas vous en montrer. On n'a que des statues et en fait, à l'époque, les statues n'étaient absolument pas ressemblantes. Donc on va s'en tenir au texte voilà. Allez. Soit mignon, soit gentil, soit beau. Et arrête de me gonfler. Bon. Normalement, on touche plus. Alors, ne touchons plus. On va mettre une ambiance égyptienne. Non, les CD de l'époque, c'est toi qui les as. Tu les as gravés avec un ciseau à pierre. Alors, les noms sont un petit peu compliqués puisque je ne parle pas l'ancien égyptien. Pour les langues anciennes, c'est Lila Belle. Hein, elle connaît depuis la préhistoire, elle a beaucoup pratiqué la langue et la langue fourrée. Voilà. C'est bon là comme ça pour tout le monde? Nous allons donc parler de Néfertari Meretenmut, qui veut dire la plus belle de toutes, aimée de Mout. Mout étant une déesse. Néfertari, pourquoi on en parle? Parce que, un, c'est un personnage royal. Deux, elle est d'une grande descendance. De trois, c'est un personnage biblique. Coucou Sandra. En gros, alors il faut bien suivre parce qu'elle n'est pas pharaone. Hein, elle est reine, enfin, elle est épouse royale. Elle n'est même pas reine d'Égypte. Elle va épouser Ramsès II, fils de Séti Ier. Et il y a toute une histoire sur le fait qu'elle se marie avec Ramsès II. Néfertari est acceptée à la cour de Séti Ier, enfant, où elle est élevée par Séti Ier, le pharaon, comme sa fille. C'est un petit peu la tradition égyptienne. Alors, elle est une descendante d'Ay, A-Y, qui est un pharaon qui a été maudit. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est important de le savoir. Ay était le général de Aménophis IV, aussi appelé Akhenaton. Il était le général en chef de l'armée de Pharaon.
Et il était aussi son plus fervent ennemi, dans le sens où Ey ne voulait pas se prêter au jeu des du ça y est, oh, ça va me gonfler. Parce que, en fait, j'ai écrit le truc, mais pas comme ça, et j'arrive plus à retrouver mes notes. Voilà. Euh, il voulait rester polythéiste. Voilà. Donc, le culte d'Amon, pourquoi pas, mais pas uniquement le culte d'Amon. Et d'ailleurs, il va farouchement défendre les temples des dieux quand Akhenaton décide de piller tous les temples pour ne garder que le temple d'Amon. Il va connaître la mort tragique d'Akhenaton et de Néfertiti, la reine noire, pour de bon cette fois, et il va être nommé comme tuteur d'un pharaon que vous connaissez tous. Il va être nommé tuteur de Toutankhamon. Et il va être chargé de son éducation civile et militaire. Excusez-moi, mais on va pas se prendre la tête ce soir. De son éducation civile et militaire. Le problème, c'est qu'il est extrêmement jeune quand il monte sur le trône et que Ey, qui a déjà, l'expérience d'un pharaon qui est quand même pas très stable psychiatriquement, il ne veut pas se retrouver avec un enfant. Il va profiter d'une chasse au lion dans le désert de Sinaï pour tuer le jeune Toutankhamon d'une flèche dans l'orbite de l'œil. Alors il va s'en sortir et on ne sait pas trop comment. En fait, il va inventer un truc en disant qu'il a été attaqué par le lion et que lui, en voulant le défendre, il aurait tiré une flèche qui serait rentrée dans l'œil de Toutankhamon. Mais il faut savoir que, en plus, il a commis un énorme sacrilège, car on ne touche pas Pharaon. Et lorsqu'il a récupéré le corps, en fait, le corps de Pharaon n'étant pas mort, il n'aurait pas dû le toucher. Et il le touche quand même. Bref, le régime politique à l'époque n'est pas stable, donc on va décider d'un commun accord d'accorder le pardon à Ey. Ey, qui est le chef de l'armée, et qui va, par un coup d'État, prendre le trône. Et il va laisser toute une série de descendants à partir de la 18e dynastie jusqu'à l'arrivée de Néfertari. Quand elle arrive sur le trône, il faut savoir que Ramsès II et Séti Ier ont pris la décision d'effacer le nom d'Ey des souverains d'Égypte. Donc, il n'est plus dans la liste de tous les souverains historiques de l'Égypte, tels que les transmettent les pharaons sur les temples, et notamment de Karnak. Donc, Néfertari, arrivant à la cour, est une jeune fille qui n'est pas pubère. Et elle va être promise à Ramsès II alors ça va vous rappeler une histoire et je vais en arriver là par rapport à Néfertari. À condition qu'il arrive à mater le peuple juif qui, à l'époque, construisait pour Pharaon la ville de Karnak.
Et alors là, va se passer une chose un petit peu bizarre. La Bible le raconte comme ça. Moïse a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Il va être accueilli à la cour, élevé comme un prince, et Séti Ier, ça c'est la Bible, hein, l'aurait promis à Néfertari, qui tombe amoureuse de Moïse. Mais c'est sans connaître les réprimandes du peuple juif qui va faire connaître à la cour de Pharaon l'origine juive de Moïse. Ça, c'est la Bible qui le dit. Est-ce qu'il y a vrai, ça s'est vraiment passé comme ça? On ne peut pas le dire. Mais Néfertari, qui a alors 12 ans, ah oui, faut ce qu'il faut, est promise à Moïse. Et elle va aimer Moïse jusqu'à l'épreuve fatale où il va être chassé d'Égypte par rapport au mensonge de la sœur de Pharaon. Ce en quoi les historiens ne croient pas vraiment. Mais voilà pourquoi Néfertari est réellement un personnage biblique. Qu'est-ce qui se passe? Ramsès II monte sur le trône et il va séduire la jeune Néfertari à Abydos, dans le temple de Séti Ier, lorsque celui-ci est amené pour son dernier voyage vers le soleil. On l'a dit très belle. En même temps, on n'a aucune représentation de Néfertari. On a dans les hiéroglyphes des visages qui sont de toute façon toujours les mêmes. La seule chose qu'on sait, c'est que ce n'est pas une reine noire comme Néfertiti, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas des Hittites, mais qu'elle a un ton olivâtre, c'est-à-dire un ton un petit peu plus hâlé que celui de Pharaon. Ramsès II va se servir de Néfertari pour asseoir sa stabilité sentimentale. Et lui, chose qui est rare pour un pharaon, sans la couronner, va en faire sa principale épouse. Et on va voir que il va même l'honorer beaucoup plus que toutes les épouses royales depuis Hatshepsut. Néfertari va remplir la couche de Ramsès II. Je sais, c'est bizarre de le dire comme ça, mais Lilabelle, je vais te taper. Je le sens, tu me l'as transmis. Elle va, de sa personnalité, régner sur le cœur de Pharaon. Elle représente le dieu Sotis et le dieu Hathor. Et comme elle n'est pas reine, elle n'est que l'épouse royale, elle va porter malgré tout sur l'acceptation de Ramsès II les plumes de mat, c'est-à-dire les deux plumes de côté, et avec le cercle de la lune, puisque Munt représente la lune. Donc, elle est la plus belle au service de la lune. Et c'est ainsi qu'on va toujours représenter Néfertari jusqu'au temple d'Abou Simbel, où Ramsès II va faire construire ce temple qui est considéré comme un petit temple
il va faire construire le petit temple d'Abou Simbel pour symboliser l'amour qu'il a pour Néfertari. Et d'ailleurs, quand vous visitez Abou Simbel, il y a une chose qui est marquante, c'est que les deux personnages, c'est-à-dire Néfertari et Ramsès II, sont exactement à la même hauteur. Ça ne peut pas être un acte d'architecture quand on connaît le symbole, le symbolisme, si vous voulez, de la statuaire égyptienne. Donc, il va lui consacrer un temple. Elle va symboliser cette phrase. Et Dieu frappa la montagne, la creusa et y enfouit son amour. Dieu est à prendre avec une traduction très égyptienne, à savoir le dieu Pharaon. Puisque Pharaon va, quand il va monter sur le trône, il va consacrer son règne à un dieu dont il va devenir l'incarnation sur terre. Celle qu'on connaît le mieux comme incarnation, c'est par exemple Cléopâtre VII, qui va être l'incarnation de la déesse Isis. Eh bien lui, Ramsès II, va être l'incarnation de l'étoile Sirius, qui va être au firmament d'Hathor, en fait, la déesse de la joie, de la musique, de la beauté et de l'amour. On parle beaucoup d'amour. Néfertari est féconde, puisque elle n'a pas connu d'homme avant Ramsès II et que, apparemment, elle aurait donné naissance à son premier enfant lors de la cérémonie de puberté. Alors, je vais essayer de les prononcer le mieux possible. Elle va mettre au monde Amon Erkepesef. C'est le fils aîné de Ramsès, l'héritier du trône, de l'avènement de Ramsès II jusqu'à environ l'année 30 à 34 du règne. Parce que quand on parle d'un règne, on le situe par rapport à l'âge de Pharaon et non pas sur la bande chronologique. C'est-à-dire, on part de la première année du règne jusqu'à la 34e année du règne. Mais comme il est monté sur le trône à 20 ans, on calcule 20 plus 30, ça fait 50. Voilà. Elle lui a donné aussi Rounemef, le troisième fils du roi. Elle lui a donné Mériré, le 11e fils du roi, Mériatoum, le 16e fils du roi, Méritamon, la reine blanche, la 4e fille du roi et de la grande épouse royale, et Enoutaoui, la 7e fille du roi. Alors, pourquoi on va leur donner des numéros? Vous avez vu qu'ils ne se suivent pas. Parce que, encore une fois, Ramsès n'a pas nommé d'impératrice ou de reine à ses côtés. Il a un harem et toutes les femmes lui donnent des enfants. Il va tout de même privilégier les enfants de Néfertari. On dit que Cléopâtre VII tire ses raffinements amoureux, de Néfertari. Pourquoi? Accrochez-vous, on va... Alors, suivez-moi à demi-mot. Néfertari a appris
les raffinements amoureux du dieu, enfin de la déesse Mout. En gros, la déesse Mout, elle est représentée par un cercle. Oui. C'est comme le monde le vrai. Allez, dégage. Elle est représentée par un cercle. Et donc, elle est considérée comme le cercle de la vertu. Et dans le cercle de la vertu, est-ce que vous voyez le parallèle? À votre avis, de quel cercle on peut parler? En gros, Néfertari se fait visiter par la sortie de secours. Et elle va donc donner du plaisir alors que le roi ne peut donner que pour enfanter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, le roi peut avoir du plaisir, mais la pénétration ne doit servir qu'à enfanter. C'est quand même... mais c'est une des rares qui le fait. Elle a la réputation d'avoir une gorge accueillante. Alors, il y a plusieurs traductions qui peuvent se faire. Une gorge accueillante jusqu'au 19e siècle, la gorge étant la partie des seins, on peut penser qu'elle avait une poitrine suffisamment développée. Pour une égyptienne, c'est assez rare, de l'époque, pour s'y blottir. C'était pas forcément sexuel à la base. Bon, pour nous, quand on dit gorge accueillante, on pense à ma gorge est un cimetière, voyez ce que je veux dire. Alors, personnellement, j'étais pas là. Peut-être que Lila Belle les a vus en sortant son dinosaure en laisse, et elle pourra nous confirmer que Néfertari avait... voilà. Mais enfin, blague à part, elle est considérée comme sexuellement active. Voyez le truc? Et ça, c'est hyper rare. Il y en a une autre comme ça, c'est Cléopâtre VII qui va être considérée comme sexuellement active. Elle va être tellement active que beaucoup d'historiens vont prêter à Néfertari des maternités qu'elle n'aurait pas eues. Notamment Bakhemut, Néfertari II et Nebetayahu, qui sont les enfants de Néfertari sans qu'elle les ait portés. En tout cas, c'est ce qu'il y a inscrit dans le temple d'Abou Simbel. Donc, on pense que des épouses de rang inférieur auraient donné naissance à ces enfants-là et les auraient offerts à la principale épouse. Principale épouse, elle n'est pas reine, elle n'est pas couronnée. Et d'ailleurs, Ramsès ne suit pas les recommandations de Séti sur le fait de nommer à la tête des femmes une reine. Ramsès, qui est un roi bâtisseur et un roi guerrier, ne veut pas partager son trône avec aucune femme, aucun père, aucun frère, aucun dieu.
C'est les paroles qu'il a prononcées lorsqu'il a été couronné. Donc, Néfertari, qui porte le titre de Meretenmut, la plus belle parmi Mut, est élevée au rang de déesse sous la coupe de Ramsès II. Donc, on va la retrouver sur les temples de Karnak et de l'ancienne Akhénamon, qui existe encore avant qu'elle soit recouverte, sous le nom de Mut Néferet, la fille de Mut. Ça fait Moumout. Donc, Néfer veut dire belle ou beau. Néferet, c'est la plus belle. Alors, une légende dit qu'elle a été baptisée par Ramsès II en étant en l'associant à l'astre rond. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est un clin d'œil à la sexualité de Ramsès II? J'ai envie de dire oui. Pourquoi? Parce que dans le temple où il a été enterré, on le voit jamais dans le plus simple appareil, hein, il est quand même pharaon, mais il a toujours le disque de Mut qui est au niveau de la taille. Donc certains vont comprendre que Néfertari était ronde, c'est-à-dire c'est les canons de l'époque. Hein. À l'époque, une reine qui faisait un 34, c'est qu'elle mangeait mal et que son mari ne pouvait pas l'entretenir, donc elle avait faim, donc elle était maigre. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est dans le symbolisme et que Ramsès II est le champion du symbolisme. Il est tellement dans le symbolisme que lorsqu'il va mener ses batailles sur son char, le char lui-même est considéré comme un symbole de puissance, alors que les autres non. Il y a une histoire des cieux, apparemment, il n'avait pas le même que les autres, mais les symboles qui sont gravés sur son char sont importantes. Donc, on va retrouver dans le sarcophage de Ramsès II la phrase suivante. Mut la belle, la grande des loges, la maîtresse des belles dames du palais, la grande épouse royale Néfertari, Meretenmut, vivante éternellement. Donc, elle a 12 ans, elle rentre au service de la famille royale, elle porte le lourd héritage de Hay, elle est aimée de Pharaon et elle va mener la vie d'une grande dame. Quelle est la vie d'une grande dame à l'époque? Déjà, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'a pas contact avec la civilisation. Elle n'habite pas dans le palais royal, mais dans une maison à côté, qui est... Alors, chez les Romains, on l'appelait le gynécée. On va dire que c'est un harem, même si j'aime pas le mot, puisque dans l'Égypte antique, l'haram n'existe pas encore. Donc, elle vit, on pense, avec 70 femmes qui appartiennent et qui sont épouses royales. C'était sûrement la bonne époque pour les hommes.
Et on dit que Ramsès n'en a goûté qu'une trentaine. C'est déjà pas mal. Il va donc la préférer. Elle va se lever le matin, il est 7-8 heures. Elles sont conduites directement au temple d'Amon, où elles font les prières à Amon. Ensuite, elle fait sa toilette, et elle fait une toilette humide. Est-ce que vous vous rappelez la différence entre la toilette humide et la toilette sèche? Ce n'est pas un bain, c'est une toilette humide. C'est-à-dire qu'elle se lave avec un linge qui est mouillé. Et Néfer est parfumé à la fleur de lotus, qui est assez courante à l'époque, et dont on tire un jus qu'on se met à même la peau. Ensuite, on va la parer. Alors, qu'est-ce que veut dire parer? On va lui appliquer le henné tous les jours sur les yeux. Non pas pour lui soutenir le regard, mais pour éviter qu'elle se brûle les yeux au soleil. Pourquoi? Parce que les gros traits noirs qu'elle porte au-dessus et au-dessous l'œil vont absorber les rayons du soleil et ne pas l'aveugler quand elle sera à l'extérieur. C'est comme si c'était des lunettes de soleil en gros. Elle va être vêtue uniquement d'un pagne tissé d'or, mais ne portera pas de haut parce que les seins d'une femme ne sont pas sexualisés dans l'Égypte antique. Les seins représentent le pouvoir, comme le ventre. Et donc on représente forcément Pharaon avec des seins et un petit bedon. Donc on la conduira au palais où elle va se restaurer vers 3 heures de l'après-midi. Elle rencontrera le pharaon après, et ensuite elle n'assistera pas aux fêtes ou aux réceptions que donnait Pharaon, et ils retourneront tous dans le gynécée pour y faire le dernier repas. Vous me direz, elles sont gardées par des hommes, oui, mais on pense, et on n'en a aucune certitude, mais les hiéroglyphes de Karnak notamment sont assez clairs là-dessus. On aurait les prémices des eunuques. On sait qu'en Chine, les eunuques, à la même époque, existent déjà. L'opération des eunuques est une opération terrible, extrêmement douloureuse, puisqu'elle se fait à vif, et qu'on retire, en fait, l'eunuque a toujours son sexe masculin, mais il n'a plus les bourses. Donc il est capable d'avoir une érection, mais il ne peut pas enfanter. Est-ce que vous voyez la différence qu'il peut y avoir avec... en fait, ces femmes-là, elles ont un plaisir charnel qu'elles peuvent avoir avec les eunuques. Ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas la pénétration qui est sacrée chez l'Égyptien, c'est l'enfantement. Donc, il n'y a pas d'enfant, donc il ne rentre pas dans la succession de Pharaon. Elle va vivre 26 ans avec ce rythme-là. Elle sera présentée de temps en temps à la population en tant qu'épouse royale, enfin, pour lui trouver un nom. Vous voyez la Montespan,
Merci Peggy et d'insulter les gens. Ah bon, à quelle heure j'insulte les gens, Virginie Maël? Mais cinglée celle-là, je sais même pas qui c'est. Lorsque on va retrouver sa principale statuaire à Héliopolis, on va voir qu'elle est mise en... Merci Peggy, ça va. Elle est mise en situation avec les cornes et la lyre. Pourquoi? Parce que elle tire son essence de Hathor, qui est la déesse de l'amour et de la musique. Donc, elle va porter la couronne solaire, les deux plumes, le cercle doré, qui représente Mout, et de ce cercle, il y a 4 pics qui représentent, merci, qui représentent la lyre des dieux. Et une chose qui est rare en Égypte, elle va vraiment être considérée comme une reine. Et Ramsès, qui est amoureux de Néfertari, même s'il va faire des enfants aux autres, il permettra jamais aux autres de passer devant Néfertari. Et c'est même impressionnant, puisqu'on n'a pas de traces des autres suivantes jusqu'à la mort de Néfertari. On sait qu'il a eu des enfants des autres, mais le nom des mères n'est jamais stipulé. Elle va mourir dans l'an 34 du règne de Ramsès II. Et vous savez qu'un homme qui a le pouvoir de Ramsès ne peut pas vivre seul. Donc, il va épouser Mahator Néferouré, qui est, elle, une reine noire, puisqu'elle est la fille du roi hittite Hattushili III. Les Hittites, c'est une ethnie du sud de l'Égypte, au-delà de la 4e cataracte, et qui va régner bien avant Ramsès, qui va régner, c'est ce qu'on appelle les pharaons noirs. Voilà. Ils vont être ensuite chassés d'Égypte et ils vont entretenir une relation très proche avec le pouvoir égyptien. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il va se marier donc en l'an 34 de son règne avec cette femme. Et c'est justement à partir de cette année-là qu'on ne voit plus marqué le nom de Néfertari. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle est morte, mais on pense qu'elle est morte entre la 30 et le 34. Ça correspondrait aussi au fait que le premier fils de Néfertari a été l'héritier de Ramsès et qu'il aurait cessé d'être héritier entre l'an 30 et l'an 34. Pourquoi je dis entre? Parce que on ne sait pas, on n'est pas encore arrivé à déchiffrer comment eux comptaient l'année. Donc on n'a pas la capacité de situer sur une frise chronologique l'année réelle où Néfertari serait morte. Il va faire construire dans le Ramsesséum un sanctuaire qui est dédié à Néfertari Mutouya. Donc la reine est représentée comme en majesté avec la couronne solaire et on va retrouver exactement la même gravure dans Abou Simbel. Et on dit
pour ceux qui ont visité Abu Simbel, on dit que la reine Néfertari vous parle quand vous êtes devant le temple. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de cette légende? En fait, quand il y a du vent, le vent s'engouffre derrière les deux statues de Néfertari et s'échappe le chant de Néfertari. Bon, personnellement, quand j'y suis allé, j'ai rien entendu, mais bon, voilà. Et Ramsès II va faire graver au Ramsséséide la phrase que toute femme aurait voulu entendre de son mari ou de son amant. Mon amour est unique et personne ne peut rivaliser avec elle. En mourant, elle m'a volé le cœur. C'est ainsi que Néfertari va marquer l'histoire du monde alors qu'elle était jeune, qu'elle était effectivement d'extraction royale, mais qu'elle n'avait pas la couronne. Est-ce que c'est parce que c'est aussi un personnage biblique? On ne le saura jamais, parce qu'on ne saura jamais si l'histoire de Moïse et de Néfertari est vraie. Voilà l'histoire de la plus grande non-reine de l'Égypte antique. Est-ce que vous avez des questions? Coucou à tous qui étaient là. Vous savez que quand je suis dans une histoire, je finis mon histoire. Et d'ailleurs, la coiffe solaire, maintenant, est appelée Néfertari. Alors, Ramsès II est un des plus... on ne sait absolument rien de sa mort. Non. On sait juste que... lorsque... le mariage du roi hittite, enfin de la fille du roi hittite Hattushili III a été signé, il n'a pas pu se rendre sur la signature de ce traité. Il a envoyé son premier ministre simplement parce que on la disait partie dans l'au-delà. Le problème, c'est que on n'a jamais retrouvé sa dépouille. Donc, on n'a pas pu analyser le fait de quoi elle était morte. Mais Ramsès a un des plus longs règnes de pharaon. On dit qu'il aurait régné plus de 50 ans, ce qui est une chose absolument exceptionnelle pour l'époque. Alors, l'avantage d'avoir plusieurs dieux, rime, c'est que il y a une chose dans l'Égypte antique. Le corps est sacré, mais n'est pas tabou. C'est-à-dire que exposer son corps n'est pas un problème, se servir de son corps n'en est pas un aussi. On va dire par exemple de Cléopâtre VII qu'elle avait des raffinements amoureux qui pouvaient séduire et tuer ses amants. Est-ce que c'était tuer au sens propre? On ne sait pas. Mais en attendant, elle peut profiter de ce que les dieux lui donnent. Puisque le fait d'être reine, parce que elle porte quand même la couronne solaire, donc elle est quand même considérée comme reine.
fait que son corps, de toute façon, ne peut être souillé. Vous comprenez pourquoi je porte souvent une couronne? Comme ça, mon corps ne peut pas être souillé. Voilà. Mais les raffinements amoureux égyptiens étaient hyper connus. Hein. C'est pas un secret d'État. Et quand vous visitez beaucoup de temples, les hiéroglyphes qui parlent de sexe sont à la vue de tous. Non, le véritable problème avec la nudité est arrivé, j'allais dire, à partir du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Où là, on n'a pas considéré que le corps était tabou par la nudité, mais on a considéré que si vous voulez, le corps était honteux. Ah oui, après l'Égypte antique, les Romains n'avaient aucun problème de nudité. D'ailleurs, les temples romains, enfin les termes romains étaient mixtes. La nudité n'a été un problème que lorsque la religion catholique, par exemple en France, on va prendre pour la France, hein, arrive au XIe siècle à l'hégémonie qu'on lui connaît, avec notamment le début de l'Inquisition. Et là, on considère que la nudité est un problème, mais alors que ça ne l'est pas. Ramsès II, on parle de 70 enfants. Alors, c'est toujours moins que Beethoven, mais alors, c'est bien pour ça qu'il y a une échelle dans les épouses royales, de façon à ce que certains enfants ne peuvent pas accéder au trône. Voilà. Il faut savoir, parce que la question peut se poser, Ramsès est de la même famille que Néfertari. Longtemps, jusqu'en 1845 à peu près, on a cru même ils étaient frères et sœurs. Mais Howard Carter, quand il va découvrir la tombe de Toutankhamon, il va s'intéresser à la suite, notamment à Hay. Ben, toujours pareil, en fait, on s'épousait dans la famille pour garder la terre à la famille. Et il faut savoir aussi que dans le gynécée, beaucoup de femmes sont considérées comme des otages. C'est-à-dire qu'on élève les filles d'un roi, d'une reine, d'un prince qui n'était pas totalement soumis à Pharaon. On l'élève dans le gynécée pour en faire une épouse otage de la couronne. Si le parent se comporte mal, quick, la fille qui est dans le gynécée. Voilà.